Boston Business, les dirigeants et les entrepreneurs du territoire ont la parole. Clément Lessort. Et voilà, bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver comme chaque mardi, presque 12h30, 12h31. Et chaque mardi, je donne la parole à des décideurs et des dirigeants du territoire pour vous parler de notre économie et de l'entrepreneuriat. Et j'ai le plaisir de recevoir ce mardi Gilda Macaire, bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur et dirigeant de l'agence Scopix, une agence de conseil en communication et en concertation. On va en parler dans un instant. Je vous reçois dans une situation d'actualité très chaude puisque ce vendredi 9 novembre, ce sera l'inauguration d'E-Link. C'est un programme immobilier situé dans le quartier de la Prairie-au-Duc. C'est 22 000 m² de surface, 187 logements. On y retrouve, Gilda Macaire, l'ensemble des acteurs classiques, je dirais, liés à la construction, l'aménageur, les promoteurs, les architectes, les paysagistes, et une agence de communication et de concertation que vous avez cofondée et que vous dirigez aujourd'hui. Qu'est-ce que vous venez faire, vous, dans cette histoire ? Ce qu'on vient faire dans cette histoire, c'est se poser la question de comment on peut fabriquer la ville autrement. C'est interroger les façons de faire habituelles. C'est à la demande du promoteur qui est venu nous voir au départ et qui nous a dit tiens, je vais construire à cet endroit-là l'îlot démonstrateur du futur quartier de l'île de Nantes. Qu'est-ce que vous pensez de mon dossier ? Est-ce que je suis en compétition, moi promoteur, contre d'autres promoteurs, en fait, pour répondre à cet appel à projet lancé par l'aménageur de l'île de Nantes. Donc vous étiez dans une position uniquement critique au débarrage. On était au départ dans une position critique, en fait, de donner un avis sur le dossier et de faire en sorte, en fait, de notre point de vue de communicant, que ce dossier soit intéressant, enfin, en tout cas, qui retienne l'attention, en fait, de ceux qui décident, c'est-à-dire, en l'occurrence, l'aménageur. Et à la lecture du dossier, on s'est posé d'autres questions. C'est-à-dire qu'on l'a mis en perspective en fait, de ce qui se passait à cet endroit-là sur le territoire, c'est-à-dire nouveau quartier, c'est-à-dire on est à la fin de la démarche Nantes 2030 qui pose quand même les bases d'une autre façon de faire avec les habitants, la ville de demain. On est sur l'écoquartier de la Prairie-au-Duc, on est sur le quartier de la création. Et on ne retrouvait pas ça dans le dossier. Donc, on a interrogé en fait la façon de penser et de répondre en fait à un projet en fait de ce type. Alors, si vous ne retrouviez pas ça dans le dossier, ça veut dire que les promoteurs n'avaient pas compris le cahier des charges de l'aménageur, en l'occurrence de la Samoa ? Je ne sais pas s'ils ne l'avaient pas compris. En fait, en tout cas, ils avaient répondu techniquement en fait, à la demande de l'aménageur, c'est-à-dire construire un macro-lot qui fait 22 000 m², qui est mixte avec des bureaux, des commerces, des logements, qui soit plutôt quelque chose qui soit respectueux de l'environnement, qui soit, on dit BEPOS, c'est-à-dire qui soit énergétiquement intéressant en fait, dans sa construction, etc. Mais non, ça n'était pas prévu de le co-construire avec les futurs habitants. Et c'est ça qu'on a apporté dans le dossier, en fait. C'est de dire, on va changer de méthode, on va changer notre façon de faire, on va considérer que le futur habitant est un expert au même titre que les autres experts. Et donc, lui demander son avis. Les promoteurs sont souvent critiqués pour avoir tendance à vendre du rêve sur des images de synthèse, des intentions. Est-ce que vous venez, vous, les aider à vendre leur programme immobilier ? Alors, oui, on vient en fait en quelque sorte avec cette démarche les aider à vendre leur programme immobilier puisque c'est plutôt vertueux, c'est-à-dire que le fait d'intégrer à la démarche les futurs habitants, ça donne de la valeur en fait au projet. C'est-à-dire que c'est un projet qui est co-construit avec les futurs usagers qui de fait en fait sont les experts de leur quotidien. Vous comme moi en fait on sait où on a envie d'habiter, comment on a envie que soient nos logements, ce qu'on a envie de trouver en bas de chez nous, etc. Donc apporter cette expertise dans un dossier, permettre aux promoteurs de construire autrement, c'est avoir un objet qui est singulier, c'est avoir quelque chose à vendre qui est différent de ce qu'ils vendent sur le marché. Donc en ce sens-là, oui, c'est probablement les aider. C'est pas de la cosmétique en fait, c'est pas du marketing bas de gamme quoi. C'est un vrai travail au long cours. En l'occurrence, ça c'est un travail qui a duré 6 ans avec les futurs habitants, qui a donné lieu en fait à la création non pas seulement des bâtiments, mais aussi d'une conciergerie de quartier. Enfin bref. On va en parler, mais justement à propos de cette temporalité, vous évoquez donc le nombre de 6 années. Sur une opération classique, c'est plutôt de l'ordre de 3 ou 4 ans de cette dimension-là. Vous leur rajoutez 2 ans de travail et donc 2 ans de coûts supplémentaires. Comment ça fonctionne pour un centre de profit comme un promoteur immobilier ? Alors, effectivement, c'est une opération pour celle-ci, en fait, qui a été plus longue
que prévu initialement, parce qu'il a fallu apprendre en fait, hein. Il a fallu qu'on apprenne à se parler, qu'on apprenne à se comprendre, que le projet a beaucoup bougé. Les données en fait n'étaient pas si simples non plus au départ, et puis il n'y a pas que l'intervention en fait des futurs usagers en fait dans le projet qui a aussi en fait fait prendre du temps en fait au projet. Mais effectivement, on peut considérer que c'est des projets qui sont un peu plus longs à sortir que l'origine. On part en fait quand même d'opérations en fait qui sont chiffrées à 54 millions. Je veux dire, c'est pas neutre. Effectivement, c'est des coûts qui s'absorbent en fait dans la construction en elle-même. Ça fait l'objet en fait d'une équation. Alors, je sais pas si c'est compliqué en fait à expliquer à un micro en fait quelle est l'équation économique qui permet à la maîtrise d'usage de se tenir en fait dans le cadre d'un programme comme celui-là. Mais si je veux faire simple, la maîtrise d'usage, elle se tient sur 1% du bilan de l'opération dédié en fait aux études, plus 1% de la surface de plancher livrée en aménagé non cloisonné, qui permet à l'innovation qui naîtra de la maîtrise d'usage de se tenir en fait dans les bâtiments livrés. Donc sur une opération comme ça, c'est 500 000 euros, quoi. Oui, c'est ça. Ça veut dire à Autour peu près ça. autour de ça. Quand vous dites maîtrise d'usage, ça veut dire que vous êtes allé interroger donc les futurs habitants et un groupement d'acteurs économiques qui devaient occuper notamment les rez-de-chaussée de cette opération. En fait, on est partie des professionnels, c'est-à-dire que notre travail au départ, ça a été de regrouper une quinzaine en fait d'entreprises qui se posaient la question de devenir propriétaires de leur bureau. Pour une raison assez simple, c'est qu'on ne connaît pas aussi longtemps avant les futurs habitants. Par contre, dans notre projet, on pouvait connaître suffisamment longtemps à l'avance les futurs propriétaires de bureaux. Donc on les a réunis, on a commencé à travailler avec eux. Et on a intégré les futurs habitants au fur et à mesure en fait, qu'ils ont été connus par notamment le biais de la démarche de commercialisation. Et comment vous avez orienté, de quelle façon vous avez pesé ou réorienté justement le design ou le dessin de cette programmation, de cette opération immobilière? Mais on a interrogé le projet. Alors, ce qui est vraiment intéressant et innovant, c'est qu'on a intégré l'équipe qui réfléchit au projet, c'est-à-dire l'équipe d'architectes, les promoteurs, mais on avait aussi autour de la table l'urbaniste et l'aménageur, et on était en fait tous autour de la même table à échanger sur le projet. Ce qui était intéressant, c'est que nous, on avait un regard qui était complètement néophyte, en fait. Donc on pouvait échanger sur la façon dont étaient pensés les bâtiments dans les usages. Est-ce que ça nous semblait viable, pas viable, intéressant? À titre d'exemple, il y avait une tour qui nous semblait en fait proche d'une autre, pas forcément idéale en fait pour y avoir un logement. On l'a réinterrogé pour pouvoir plutôt à la place de cette tour avoir un jardin partagé, dont on pensait en fait que ça pouvait être intéressant pour les gens qui habitent ici, et retrouver la surface perdue en fait du coup parce que cette tour en fait est tombée, pour la retrouver ailleurs en fait dans les autres bâtiments en fait livrés. On a créé un passage qui n'existait pas entre deux bâtiments pour permettre plus de fluidité et aux usagers, notamment de la résidence de personnes âgées, en fait, d'avoir accès à ce jardin partagé. Enfin, en fait, beaucoup de choses en fait, ont bougé dans ce projet par l'intervention des futurs usagers et habitants. Et notamment la création donc d'une conciergerie qui est un bouquet de services, alors designé par évidemment les attentes des futurs habitants, qui va profiter des aux habitants et à l'ensemble, en tout cas de manière, je dirais, étendue ou plus ou moins étendue à l'ensemble des habitants du quartier? Oui, en fait, puisque la démarche était longue, on a eu le temps d'imaginer des modèles économiques. En fait, c'est assez simple. Quand on s'est posé la question de livrer ces bâtiments, pour nous, ce qui était important, c'est de livrer la vie de quartier qui va avec. C'était pas de livrer des surfaces juste habitables. En fait, c'était de livrer des surfaces habitées, que les bâtiments sortent, soient livrés, et que nos rez-de-chaussée en fait soient occupés, et que la vie de quartier est prise, quoi. Donc, on s'est posé la question de comment on pouvait faire en sorte que cette vie de quartier prenne. Alors elle ne se décrète pas, mais vous constituez les ferments actifs qui vont permettre à cette vie de quartier de se créer, pour les 30 dernières secondes qui nous restent. Oui, du coup, il a fallu inventer en fait des modèles économiques de ce qui pouvait occuper les rez-de-chaussée pour pouvoir voir le jour demain, être livré en même temps que les bâtiments. Et donc, on a pensé une conciergerie de quartier, qui est une association, mais qui devient aujourd'hui une société coopérative d'intérêt collectif. C'est comme ça que vous le modélisez économiquement ? Sur toute la période d'expérimentation, c'était une association. Oui. Aujourd'hui, elle s'est transformée en société coopérative d'intérêt collectif, et les futurs habitants, au même titre que toutes les parties prenantes de départ, sont dans la gouvernance. Et qui crée de l'emploi durable ?
C'est livré avec les emplois qui vont avec et avec une perspective de développement de ces emplois et une perspective de développement à l'échelle du quartier qui est déjà entamée d'ailleurs. Bon, inauguration d'E-Link, c'est ce vendredi 9 novembre. Pardon de vous presser évidemment par le temps, 10 minutes, c'est toujours trop court. 9 novembre, donc inauguration d'E-Link, un programme toute la journée de table ronde, de conférences et puis une grande soirée évidemment festive le soir qui rassemble l'ensemble des parties prenantes. Merci pour votre fidélité. Vous pouvez retrouver cette émission sur l'application mySun et l'ensemble des réseaux des players de la radio. Je vous donne quant à moi rendez-vous mardi prochain pour un nouveau numéro de Sun Business. À très bientôt, merci.